C'est bon? D'une demi-heure et ils trouvent que c'est trop court, t'imagines? On papote. Bah non, on fait même plus, on bosse. C'est ça. Alors on reprend cette séance de C positif co-organisée entre le CAUE du Maine-et-Loire et Novabild. Et le thème aujourd'hui, c'est la rénovation, la réhabilitation d'ensembles scolaires en Anjou. Et on a vu une première réhabilitation lourde en première partie et on va aller retrouver Pierre et Marie Curie, en particulier le groupe scolaire Pierre et Marie Curie à Angers. Et c'est Johan San, qui est l'agence d'architecture, et Johan Guichard qui va nous faire cette présentation. Alors, Johan, 20 minutes. Et puis après, on a 40 minutes d'échange avec la salle. Bonjour, merci. Alors, on va lancer la première photo. Donc, comme mes collègues, j'ai monté un petit PowerPoint pour faire le résumé et me remémorer cette opération qui s'appelle donc le groupe scolaire Pierre et Marie Curie, qui se situe dans le quartier de Belle-Beille, donc c'est un quartier en renouvellement urbain, dans la ville d'Angers. Et ça, c'est la photo du projet livré avec les abords qui ont été retravaillés dans le cadre du renouvellement urbain. Donc, on est une équipe d'architectes et d'ingénieurs, paysagistes aussi, qui n'était pas demandé au départ dans les groupements avec lequel on avait composé l'équipe de concours. C'était un concours et on a gagné ce concours en 2018. Et ensuite, on a fait évoluer l'équipe en fonction des besoins qu'on estimait de développement du projet. Et puis, j'ai remis les entreprises principales qui ont travaillé à nos côtés lors de l'appel d'offres. Donc ça, c'est une photo du chantier. On est donc sur un projet de rénovation énergétique, mais aussi d'amélioration des fonctionnalités dans le projet, avec aussi la création d'une crèche. En fait, la ville d'Angers a lancé tout un programme où elle vient créer des crèches sur les sites des groupes scolaires. L'objectif, c'est à la fois de manière très pratique, faciliter la vie pour les familles, mais aussi de créer des classes passerelles pour vraiment accompagner l'intégration des enfants dans le parcours éducatif. Et la ville d'Angers a aussi, pour ces groupes scolaires qui sont en périmètre de renouvellement urbain, ou NPNRU, participé ou s'est inscrit dans le programme Cité éducative, donc qui participe de la réussite éducative et qui donc fait le lien entre rénovation urbaine et réussite éducative. C'est un beau programme en soi. On a donc une école, effectivement, qui avait besoin d'être rénovée, mais aussi d'être agrandie. Donc, il y a des parties qui vont être des extensions, qui intégraient en partie des démolitions, donc, et des parties rénovées. Donc, c'est à peu près presque 2000 m² de rénovation pour 1200 m² de neuf dans la proposition qu'on a faite et qu'on a réalisée. Un coût de travaux de 4,9 millions. Là, c'est un projet donc, qui était en RT 2012. On est en 2018 quand on fait le concours et on livre en 2021. Donc, c'est à peu près le même cadencement que vous, sauf qu'on a bien 2 ans de chantier, 2 années scolaires à gérer. Et globalement, le projet qui nous était demandé à l'époque était celui de mettre aux normes, thermiquement, mettre aux normes au niveau de la question électrique, du PMR, des enjeux aussi étanchéité à l'air, etc. Donc, on a fait des propositions dans le cadre du projet et du concours qui ont intégré un peu plus. Et au fur et à mesure qu'on a développé le projet, on en a fait un peu plus et toujours plus.
C'est parce qu'on a réussi à mener après le concours. On est d'accord que quand on fait un concours en loi MOP, on discute avec personne, juste entre nous, on prend des paris, et le jour où on a gagné, on se rencontre, et là, on découvre qu'on a un maître d'ouvrage qui, du coup, laisse la possibilité ou pas de dialoguer et de faire évoluer le projet architecturalement, techniquement, mais aussi en termes de qualité d'usage. Donc le projet, c'était au départ, quand on fait la visite, hein, c'est-à-dire qu'on a un équipement des années 60 dans son jus, évidemment, le maître d'ouvrage a entretenu régulièrement, a changé des fenêtres, donc tout n'est pas obsolète. Mais par contre, il y a plein de faiblesses, et c'est une construction assez classique, avec une morphologie et une distribution assez classique, un gros plan en I, avec du coup une construction moderne, donc une adaptation à la topographie qui modèle des plateaux. Donc, quand on a un enjeu de mise aux normes PMR, la question d'altimétrie est clé. Et quand on construit, enfin, on fait de la rénovation dans un site qui était construit sur un coteau, bah, en fait, à l'époque moderne, on nivelait tout ça bien clair avec des plateaux. On faisait des escaliers. Et donc, quand on commence le projet, on a au moins 4 ou 5 codes altimétriques qu'il faut réussir à résoudre par la pose d'un ascenseur, puisque c'est bien l'enjeu de trouver les bonnes solutions et les astuces. Des cours bien nappés d'enrobés, quelques arbres qui se battent là au milieu, beaucoup de, on va dire, végétal, ornemental, en général plutôt piquant pour repousser les élèves. Donc, un contexte, je ne dirais pas hostile aux enfants, mais globalement, il s'agissait de refondre complètement la vision qu'on avait de ce groupe scolaire. Donc, on reconnaît là un plan au départ très organisé, dans un grand ensemble des années 60, donc c'est le quartier Notre-Dame-du-Lac, et la rénovation urbaine de ce quartier valorise beaucoup l'enjeu du végétal et engage, en fait, la ville s'engage dans une démarche éco-quartier. Ce qui fait que dans la programmation, nous, on s'inscrit direct dans le projet éco-quartier, qui fait appel à un certain nombre de cibles type démarche HQE, mais pour autant, on n'a pas de programme plus ambitieux que cette mise aux normes et cette amélioration en termes de qualité d'usage. Donc, la proposition que l'on fait, c'est bien celle de s'inscrire dans ce paysage et dans la qualité paysagère du site de Belle-Bay et dans la démarche environnementale menée à l'échelle du quartier. On s'approprie tout ça et on se dit, pour transformer le site, on tente une démarche qu'on a appelée de biophilic design. C'est-à-dire, on se dit en quoi le végétal réintroduit dans l'école nous amène à une meilleure qualité de vie pour les enfants, un support pédagogique, mais aussi nous aide à travailler les enjeux d'îlots de chaleur et nous permet aussi de mieux intégrer l'école, qui était là depuis toujours, on est d'accord, mais dans la dynamique de rénovation urbaine du quartier. Et donc, le projet que l'on voit ici, c'est une photo aérienne qui montre ce que l'on a livré avec l'intégration de nouveaux équipements, de crèches, reconstruction de la restauration scolaire et végétalisation des cours. J'ai appuyé sur tous les boutons, ça n'annonce plus. Boum, je fais comme ça. Un concours en loi MOP, on fait des places. On fait des belles perspectives. Et on s'éclate à faire une perspective qu'on trouvait super sexy. Parce que d'un seul coup, oui, pardon. On montre que par une écriture biosourcée, par la présence de la couleur, par des choix de matérialité, on peut à la fois ouvrir complètement l'école avec un geste de créer une grande entrée commune sur un parvis, et en même temps, on laisse la place à des touches ludiques. On a un grand débat interne et on tranche évidemment sur du rose fuchsia. Parce que vous parliez du jaune, c'est une anecdote, mais réellement, on a tenu le rose jusqu'au bout. C'est pas à mener, mais qui peut marcher. Donc, ce qui est important, c'est que ce groupe scolaire, qui était très morcelé et qui n'avait pas une posture classique de l'équipement ouvert sur la ville, mais au contraire, un système très introverti, avec une petite porte de à peu près 1,40 m au milieu d'une grande façade de 100 mètres de long, devient d'un coup un équipement accueillant, ouvert sur la ville, et qui fait la part, je dirais, aux parents,
aux enfants, aux enseignants. On est en dialogue avec la ville. Cette image gagne, on est hyper content. Et on commence le projet en expliquant que ce qui serait intéressant dans la réorganisation des fonctions, c'est de retrouver une organisation lisible, fonctionnelle, où on sache se repérer, où on sache identifier les différentes unités de l'école. Et on vient en fait axer, ça ne paraissait pas si simple parce qu'on s'est pile poil calé sur le joint de dilatation, une nouvelle halle ouverte sur le quartier, c'était la perspective que je montrais, et qui nous permet, avec cette armature principale, là, cette flèche orange, de distribuer toutes les fonctions qui existent et qui sont à réorganiser, mais aussi les nouvelles fonctions qui sont à introduire. On a donc un programme qui vient démolir la connexion qu'il y avait entre ces deux barres nord-sud. Celle qui est au sud, c'est les maternelles, elle est en rez-de-chaussée, et celle qui est au nord, ce sont les classes élémentaires. C'était déjà organisé comme ça, mais on avait un grand couloir avec des pas d'âne, extrêmement pratique pour faire circuler des chariots ou du mobilier. Donc on prend le parti de travailler en fait une pente progressive dans un nouveau bâtiment reconstruit, et on vient y greffer les nouvelles unités, en particulier la restauration. Et la crèche vient se caler, on va dire, en embout, puisqu'elle nécessitait une entrée distincte, mais une connexion chauffée pour faire le jeu de cette classe passerelle qui, pédagogiquement, permet aux grandes sections de crèche de faire quelques heures dans les petites sections de la maternelle. Et puis, on a un programme d'accueil loisirs maternels qui vient aussi se greffer au milieu et qui nécessite un accès direct parce que c'est les parents qui emmènent tôt le matin leurs enfants. Donc, on propose ce schéma et on introduit tout de suite l'idée de désartificialiser les cours. Il a vu plein de trucs super sur les cours Oasis à Paris et on se dit, c'est trop bien, on va essayer de faire ça. Mais à l'époque, on n'avait pas de paysagiste dans l'équipe parce que la ville n'avait pas fait de programme sur les espaces extérieurs. Donc, on met le pied dans la porte et on pousse et on se dit, ce qui serait intéressant, c'est qu'on réintroduise le végétal dans le groupe scolaire, un peu comme, alors on pensait être poète, mais des sortes de métaphores de cellules un peu organiques et végétales qui viennent perturber ce plan orthogonal en créant par endroits des patios, des formes courbes et organiques. Il faut aussi faire de la mise en récit quand on fait du concours. Et donc, fonctionnellement, là, je vous montre un plan qui montre les étages. En gros, en beige, l'armature des circulations. En couleur, c'était le plan que l'on a mis en forme pour représenter les choix qu'on a fait de couleurs avec les équipes enseignantes et avec les équipes pédagogiques. Au-delà du fait que certains n'aimaient pas le bleu, d'autres le vert, le orange, ça c'est une chose. C'était surtout l'enjeu d'accompagner la signalétique et la couleur dans une même démarche de lisibilité et de repérage pour les élèves et pour les parents. Le groupe scolaire qu'on met en chantier, voilà quelques photos. Donc on a des séquences de démolition, des séquences de rénovation des façades et des extensions. Et la qualité de vie qu'on porte à travers ce projet, c'est finalement de faire en sorte que l'école devienne une école accueillante. Ça paraît super bête de dire ça, et c'est pas si évident, c'est-à-dire que d'un coup, tout le monde est bienvenu dans l'école. Le geste du parvis et du grand hall d'entrée est vraiment, je dirais, un peu monumental et littéral pour dire vous êtes bienvenus, et on crée un préau qui permet aussi d'abriter les enseignants. Et du coup, l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine adapte son projet pour répondre et pour bien mettre en scène l'équipement dans la rénovation du quartier. Et donc, c'est l'agence d'urbanisme IDEOP avec les paysagistes Résonance, avec qui on dialogue, donc Alter en aménagement, pour vidanger et aménageurs, parfaire, entre guillemets, cette remise en scène de l'équipement. Et du coup, dans notre manière d'aménager les espaces extérieurs, on invite la nature dans l'école, alors qu'elle était au milieu d'un quartier magnifique qui s'est beaucoup développé en termes de végétal depuis les années 60. Finalement, il n'y avait pas tellement de végétal à l'intérieur, donc on travaille des thématiques dans les espaces extérieurs liés à des usages. Je vais vous expliquer comment on les a abordés. Et puis, on essaye d'embarquer en créant des espaces qui n'existent nulle part ailleurs, des espaces en plus. Et donc, c'est l'exemple de ce petit patio aux bananes
qui est une de ces cellules qu'on a imaginées au milieu du projet et qu'on a planté intensément de grands bananiers. Finalement, ça a créé un espace un peu exclusif. Effectivement, la banane n'est pas très angevine, mais c'est pas le problème. En fait, ce qui était intéressant là, c'est de créer un espace de peut-être un peu de méditation, de calme, de repos. Et finalement, c'est les enseignants qui y vont le plus que les élèves. Ce programme, en fait, a été suivi par donc, le projet Cité éducative dans lequel s'est inscrit la ville d'Angers pour les différents groupes scolaires des quartiers en renouvellement urbain. Donc le groupe scolaire Voltaire à Montplaisir est dans la même démarche. Je pense que ça amenait une certaine analyse et évaluation du projet, mais ça a permis aussi à la ville d'Angers de monter toute une méthodologie de dialogue avec les équipes et de compréhension à quelle étape il faut valider ou référer aux élus ou laisser la place en fait pour améliorer le projet. Et donc l'engagement que l'on a eu de façon technique et architecturale, on a dû rénover, donc on a fait le choix d'une rénovation par l'extérieur. On était en site occupé, donc de toute façon les élèves tournaient d'une classe à l'autre à peu près tous les 6 mois. Donc on a étudié des solutions pour faire de l'isolation par l'extérieur avec des matérialités différentes, et donc l'utilisation de bardage bois mais aussi d'enduit. On a travaillé les protections solaires avec un dessin un peu ludique de cabanes en bois qui viennent se pluguer sur les façades. Les façades que l'on voit là, c'est les façades sud. Pour les extensions, on a construit donc avec des ossatures bois et des isolants biosourcés, donc de la laine de bois. Et on sait que techniquement, on était raccordé au réseau de chaleur biomasse du quartier de Belle-Veille, puisque la ville d'Angers a développé les réseaux de chaleur pour essayer de les mettre en connexion et travailler, on va dire, une grille où à terme, tous les réseaux de chaleur sont connectés. Donc, on a une démarche qui nous permet d'améliorer et la consommation énergétique et la performance du bâti. Et notre objectif, c'était d'être j'allais dire, offrir la même qualité d'usage, la même qualité d'ambiance, le même confort dans la rénovation comme dans les extensions. Bien sûr, les solutions ne sont pas les mêmes parce qu'on ne peut pas mettre du biosourcé partout, quel que soit le militantisme que l'on porte. En 2018, on se heurte au fur et à mesure qu'on avance les études aux avis du bureau de contrôle qui nous dit que ça ne va jamais marcher de mettre du biosourcé en rénovation par l'extérieur sur un équipement. Donc, on perd le biosourcé en isolant sur l'extérieur pour la rénovation. Revient à une laine de je sais pas quoi là, de roche ou de verre. J'ai plus des notes mais j'ai un petit peu oublié. Et on conserve par contre pour toutes les parties en extension, donc la restauration, la crèche, les salles de classe pour l'accueil de loisirs maternels, on conserve notre construction biosourcée. Et les calculs type STD nous aident du coup particulièrement sur le confort d'été. La difficulté, on a une orientation très bioclimatique et puis on crée à nouveau des volumes qui, eux, sont contradictoires à cette orientation nord-sud très simple qui correspond à la même époque de construction. Et donc là, on s'aperçoit que la question des ombres portées, la question de la protection solaire est essentielle, mais aussi le rapport intérieur-extérieur. Et dans notre démarche de design biophilique, on mène tout un projet de désartificialisation des cours et on enlève tous les enrobés noirs. Alors c'est pareil, il y a des années de combat pour enlever l'enrobé noir. Finalement, tout le monde trouve que c'est beau, beige, il n'y a pas de problème, mais c'est le prix. Et ensuite, c'est de réussir à aussi enlever une bonne partie des enrobés pour retrouver de la terre. Et retrouver de la terre, c'est aussi un beau débat et un beau combat. En tout cas, on arrive au fur et à mesure que l'on croise la dimension gestion des eaux pluviales. Je mélange tous les dossiers, mais vous allez faire le lien. On est en rénovation urbaine. On est tout au début du quartier de rénovation et des réflexions et tout n'est pas encore prêt dans les cahiers des charges. On est les premiers, donc on pousse et on teste les sujets. Et on nous dit aujourd'hui, la cour elle est entièrement imperméabilisée. Demain, vous construisez, vous densifiez. Est-ce que vous, on va dire, aggravez la situation en termes de gestion des eaux pluviales ou est-ce que vous l'améliorez? Donc, on fait un calcul pour rester, je dirais, à un niveau ISO en désimperméabilisant les cours, en gérant une partie des eaux pluviales dans des zones des bassins pour tamponner, en fait, des nous, finalement, qu'on amène dans le paysage, qui nous permettent, en fait, de créer nos extensions, quoi. Et c'est comme ça qu'on dialogue avec les services de la ville et d'Alter pour ne pas impacter plus, mais en réalité, on est plus qualitatif, quoi.
on peut le dire comme ça. Il reste à peine 5 minutes. Ah oui, puis c'est trop bavard. Alors, on travaille, c'est ça qui est intéressant, avec un budget hyper serré, évidemment. Donc, j'ai fait mon analyse. Si j'affiche 1 500 € du mètre carré moyen, en fait, on sait le détailler, c'est 2 000 € pour les parties neuves et c'est 1 200 pour les parties en rénovation. Ce qui nous donne un indicateur, c'était avant Covid et c'était super chaud à tenir, mais en faisant des choix, on y arrive. Et on pense effectivement qu'on a atteint un niveau, je pense certains élus ont dit qu'il était plus qualitatif qu'une école neuve en ayant fait ça. Alors bon, je me permets de vous le dire comme ça. En fait, ce qui était le plus intéressant dans tout ça, c'est que une fois qu'on a gagné le concours et qu'on a pu rencontrer les équipes pédagogiques, on a rencontré des gens formidables et on avait un chargé de projet au service bâtiment de la ville d'Angers qui était en fin de carrière et qui avait bien envie un peu de s'amuser. Donc, on a poussé la porte et on a pu initier vraiment des ateliers avec les parents, les enfants, les équipes pédagogiques et les services bâtiments. Et donc, moi, j'ai monté tout un programme de participatif et collaboratif où j'ai expliqué que le jour du café des parents, on allait les questionner sur un certain nombre de thématiques d'aménagement de l'école et particulièrement sur les cours. Et quand on avait, au moment de la PD, réévalué nos honoraires, eh ben, on a pris toute cette réévaluation et cette petite poire-là qu'on avait pour prendre un paysagiste en sous-traitance, l'agence Lune, et monter ces ateliers, et donc financer les ateliers au lieu de les garder pour nous, ce qui n'est pas très grave, mais c'est surtout que ça nous a aidé à faire un projet beaucoup plus intéressant. Et donc, on a reçu les parents, on a dialogué avec eux, et puis on leur a posé des questions bêtes, et ils nous ont dit, nous, à partir du moment où les pantalons, on peut les mettre à la machine pour les laver, on trouve que c'est super que les enfants, ils se roulent dans la terre. Okay. C'est cool, parce que ça veut dire qu'on peut retrouver des jardins dans les cours, et qu'on n'a pas obligé d'avoir toujours les vêtements propres. On a dialogué avec les enfants, et là, on a fait des ateliers où on leur avait donné, en fait, un certain nombre d'images, un peu comme une sorte de photolangage. Ils ont travaillé en classe. Les délégués sont revenus avec leurs enseignants, et là, on a fait un atelier où on a fait des maquettes. Et on a fait des trucs de dingue, parce que du coup, ils ont pu, dans une lâcher prise totale, nous faire des maquettes de concepts de folie, qui ont été un support extrêmement solide pour aller dialoguer après avec les élus et avec la ville, pour leur dire c'est ça que les enfants ont imaginé. Et on a fait des choix là-dedans et on a rendu des comptes. Et on a aussi testé les enseignants et les éducateurs du centre de loisirs pour leur demander aussi ce qu'ils voulaient. Et comme ça, on a eu un peu de dialogue avec toutes les parties prenantes et ça nous a permis de défendre un projet de renaturation des cours très ambitieux. Alors, on n'a pas réussi à faire une super tyrolienne qui passe par-dessus les toits, mais on a pu travailler la question du genre dans les cours et des jeux. On a pu travailler les différentes ambiances et c'est comme ça que, au fur et à mesure, nous, on a, entre guillemets, absorbé et récupéré toute cette matière qu'on pouvait faire émerger avec les ateliers pour nourrir le projet et le rendre plus ambitieux. Donc, on est monté en ambition au fur et à mesure qu'on dialoguait. Et on a lâché prise aussi sur certaines choses parce que finalement, le programme disait un certain nombre d'objectifs, donnait des objectifs, mais finalement, on pouvait intégrer plus d'ambition au fur et à mesure. Donc nous, on n'a pas, tu posais la question, on n'a pas tenu vaille que vaille qu'on avait dit que la LACSA allait se faire à cet endroit quand il était plus intéressant pour les enseignants de les mettre à un autre endroit. Et puis, on s'est autorisé effectivement des petites expérimentations. On s'est donné de la souplesse, nous, dans la conception et dans le dialogue parce qu'on était en confiance. Et ça nous a permis, je pense, d'avoir un projet qui est plus en réponse aux besoins des enseignants et des équipes. On a changé le directeur au milieu, etc. Le suivant a repris le relais. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup, même la signalétique et les choix des couleurs, c'était des choix partagés. Et ça nous a aidé aussi dans le dessin de la signalétique à identifier toute une gamme d'animaux qui ont pu, on va dire, participer à l'identification des salles. On a fait ce graphisme avec eux. Et on a, je pense, permis à l'équipe de mieux s'approprier les locaux. Bien sûr, tout ça s'est passé de façon extrêmement harmonieuse, mais pendant 2 ans de chantier, quoi. Et 2 ans de chantier, ça veut dire qu'on avait plusieurs phases. Ces plusieurs phases, elles ont été vraiment mises au point à toutes les étapes des études jusqu'à ce qu'on lance le chantier avec les équipes. C'est-à-dire qu'on faisait des réunions en disant, OK, donc si on déplace 3 classes ici, vous allez dans des modulaires. Il y avait des modulaires qui étaient posés dans la cour à côté du terrain de sport. Et on a réussi en fait à faire le jeu des chaises musicales. Et pendant 2 ans, on a tourné
en site occupé avec les élèves. On les a mis dans une cour, dans une autre, et puis comme ça, on a changé de point. On a aussi réussi à militer pour les métiers du bâtiment avec les enfants de 5 ans à métier. Il faut commencer tôt. Donc, on a fait des visites de chantier. C'est une anecdote, mais n'empêche que ça permettait de mieux comprendre aussi les chantiers. Donc, les enfants ont fait des ateliers. Et si je conclus... C'est bien. C'est bien. Le levier le plus intéressant dans cette opération, c'est bien la concertation et la co-conception. C'est le dialogue qu'on a eu tous ensemble et la confiance qu'on s'est accordée. Et je retiens quand même, par expérience, parce que maintenant on est moins bête, la phase diagnostique est quand même la phase essentielle pour éviter de faire des conneries et surtout de défaire et refaire. Parce que la question de comprendre comment on a construit dans les années 60, à quel endroit on a des faiblesses, mais aussi à quel endroit on avait déjà des choses qu'on a gommées dans les années 80, mais puis qu'on a regommées dans les années 2000. Finalement, la question des fenêtres entre les couloirs et les classes, par exemple, on en a refait d'autres, alors qu'on aurait pu garder celles de l'époque. Donc ça, c'est la conclusion pour moi, c'est de mieux comprendre en fait notre patrimoine pour réussir à l'emmener de manière ambitieuse vers des nouvelles performances. Excellent. Oui. On va changer les micros, comme ça je pourrais être mobile. Alors, comme tout à l'heure, la première question, c'est la programmation. Comme c'est un concours, on est très marqué par la programmation initiale, mais il y a ce dialogue avec la commune, on a envie d'un peu de comprendre comment ça s'est passé, parce qu'on voit bien que le projet, il est presque différent, ou en tout cas, il est très... il a été construit avec le temps, donc c'est un petit peu complexe d'imaginer comment on peut arriver à répondre à un concours et faire évoluer le projet après. Il y a un truc... c'est un peu schizophrène, ouais. C'est bien le problème. En fait, la ville, elle avait engagé dans le cadre du renouvellement urbain tout un plan de concertation, mais qui intégrait une démarche avec l'ensemble des habitants du quartier. Donc c'est le bureau d'études très clair qui a porté la démarche de concertation. Et nous, on ne nous avait pas demandé de faire la concertation, on est d'accord, on a fait un concours. Donc on est censé avoir les meilleures idées, faire des paris et savoir les tenir jusqu'au bout. Mais moi, ça me met toujours un peu mal à l'aise. Je suis super contente d'avoir gagné sur des paris, mais c'est beaucoup plus intéressant quand on discute avec les équipes. Si le service bâtiment est d'accord de dialoguer avec la directrice, le directeur, l'équipe enseignante, à ce moment-là, quand on se rend compte, une réunion de travail, ça devient un atelier de projet. Il suffit de programmer un peu plus longtemps, une récurrence différente, et ensuite de comprendre aussi que les démarches portent les professionnels de l'enseignement vis-à-vis des familles et des habitants du quartier. Et donc le geste physique qui est de rénover, d'ouvrir l'école sur le quartier, en fait, le vrai travail de terrain, c'est les enseignants qui le mènent. Donc c'était à nous de nous inscrire là-dedans et de donner la chance, en créant ces ateliers, de solidifier, de rendre plus robuste en fait la place des habitants dans le projet. Tout à l'heure, on a eu un échange en aparté sur un programme de rénovation de logement. Et d'après ce que j'ai compris, dans les programmes de rénovation de logement, quand les gens habitent dans leur logement depuis 10 ans ou plus, plusieurs décennies, ils sont très attachés au mode de vie qu'ils ont là où ils l'ont. Est-ce qu'on retrouve la même chose dans une école? Les gens, c'est leur école depuis toujours. Les enseignants sont peut-être là aussi depuis une bonne décennie. Est-ce qu'on a ce côté un peu conservateur et est-ce que c'est difficile de faire bouger les lignes? Non. En tout cas, moi, j'ai rencontré des gens qui sont hyper motivés, des équipes pédagogiques qui ont envie de changer, qui sont engagés dans les quartiers aussi. Voilà, on n'est pas dans notre soi. On a besoin de rénover parce qu'on voit aussi dans quel état sont les équipements, en fait. Là, la vétusté, elle est visible, quoi. Donc, il faut changer, il faut rénover. Les enfants, en fait, sont éveillés par les enseignants aux enjeux écologiques aussi. Donc, montrer qu'on plante des arbres ou qu'on les artificialise, c'est des sujets faciles. Et là, dans cette école, le débat qu'on a eu sur les jeux dans la cour était hyper intéressant parce qu'on avait une réflexion sur la place du stade qui était le centre de vie de tout. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qui joue au foot comme un bourrin,
Il y a d'autres jeux dans une cour. Et donc, lire avec la possibilité de sortir un chariot de livres pour lire sous un arbre, c'est devenu tout aussi important. Et donc, c'est grâce aux enseignants qu'on a pu échanger et aussi aux équipes qui accompagnent l'accueil de loisirs, la garderie le matin et aux parents. Parce qu'effectivement, pouvoir laver le pantalon parce qu'on a fait de la craie par terre au sol, parce qu'on a écrit, on a prévu de dessiner sur les murs ou sur les sols, si ça passe à la machine, c'est bon. C'est comme ça qu'on a porté aussi de pouvoir faire un jardin pédagogique, un potager et un poulailler. On n'a pas eu les poules. Un poulailler sans poules? Oui, à cause de la grippe aviaire, on n'a pas les poules, mais on était hyper contents. En tout cas, il est bien. Toujours un peu dans la relation avec la maîtrise d'ouvrage, quelque chose qui est toujours compliqué. Le chantier a duré 2 ans. Est-ce qu'il justement, il a été observé par tout le monde, ce chantier, continuellement? Est-ce qu'il a fallu faire bouger des lignes pendant le chantier? C'est le genre de choses qu'on n'aime pas beaucoup. Oui, parce qu'en fait, dans le chantier, on a toujours des découvertes. Alors nous, la charpente, elle ne tenait pas du tout, par exemple. Donc il y a des moments où les prestations, on a dû les changer parce que c'était des brindilles de charpente métallique des années 50 et que quand on a véritablement compris à certains endroits qu'il fallait renforcer parce qu'on ne pouvait pas mettre l'isolant qu'on voulait, blablabla, donc ça a dû décaler des fois certaines phases. Mais on a, je pense, réussi à contenir, là aussi malgré le Covid, un temps de travail, un temps global qui était acceptable et pas dépasser les 2 années scolaires. Et on a, qu'est-ce qu'on va dire, on a eu assez de modulaire aussi pour pouvoir faire tourner le projet installé dans les cours. Par contre, c'est vrai que, par exemple, on a fait la crèche en premier et on n'a pas livré la crèche, on l'a livrée en dernier. Et dedans, on a mis l'accueil de loisirs et on a fait tourner comme ça la bibliothèque, etc. Donc, ce qui était lourd pour les profs au lieu de... C'est de changer tout le temps. C'est de changer, mais c'est aussi que il faut que quelqu'un aide à déménager. La ville aide les profs à déménager, parce que les profs, normalement, le lundi matin, quand ils doivent pouvoir travailler. Donc, c'est les interfaces qui sont complexes. Et concrètement, l'organisation du chantier avec ce cadencement, qui est-ce qui le fait? C'est le cabinet d'architectes? C'est un bureau d'études spécialisé? C'est l'entreprise de construction? Qui s'est occupé de ça? Un OPC. Ouais. Et aussi, alors là, c'était vraiment un travail conjoint en réunion. Je pense que depuis la PD, mais depuis le concours, on rend un phasage en rénovation. Donc, de toute façon, c'est un sujet au cœur. La mise en œuvre concrète est aussi importante que le résultat. Donc, il faut que dans ce processus, on valide à chaque étape. Et du coup, comme on démolissait une partie qui n'était pas demandée au concours, parce qu'on trouvait que ça apportait une amélioration indispensable, dès le début, on n'était pas tout à fait en phase avec le programme, quoi. Donc, il a fallu toujours discuter pour être d'accord. Mais l'équipe, une fois qu'elle avait choisi le projet, elle était d'accord de s'adapter. Elle avait été préparée. Et je pense qu'ils étaient hyper endurants. Et aussi, on a fait du participatif pour le comprendre. Et on doit respecter la rentrée scolaire de telle année qui doit se faire en site rénové complètement. Oui. Et ça, comment est-ce qu'on fait pour respecter un délai aussi impératif? Alors on galère ou on discute? Les deux. On ne peut pas galérer, on discute. Mais comme il y a une Covid en même temps, comment ça s'est passé dans cette période de Covid? En fait, on avait l'avantage d'avoir plusieurs accès possibles, c'est-à-dire qu'on a pu passer par le terrain de foot en enlevant le grillage, par le terrain de sport, pour faire une entrée secondaire quand on était en chantier sur l'entrée principale. Ouais. On a pu passer par le jardin de la crèche pour aller à la cantine, alors qu'au départ, à la fin, on va fermer tout ça. Donc, on a été astucieux en utilisant tous les accès possibles. Et vous avez continué à travailler pendant toute la période? Oui, on a toujours, je pense qu'on a dû arrêter 15 jours le temps de la panique, quoi, et puis après, la vidangerie a dit pas quoi. Donc ça, c'est le maître d'ouvrage qui a dit livraison, on ne change pas la date de livraison. Oui. Donc c'est faisable d'imposer des choses avec des dates impératives. En fait, la difficulté, c'est qu'il faut que les entreprises aient les moyens de donner toute cette énergie et ce temps. Donc la coordination, c'est sûr qu'elle est clé. Et aussi que les entreprises, elles ne soient pas, je vais dire un truc con, mais voilà, que les prix soient bien traités aussi le jour de l'appel d'offres. Aussi en demander aux entreprises de s'adapter et surtout... Que ce ne soit pas trop ras des pâquerettes et donc qu'elles puissent faire ça. Oui, ça c'est un message aussi pour les gens qui examinent les dossiers après. C'est-à-dire que quand vous avez des dossiers ras des pâquerettes, vous ne pouvez pas vous permettre ce genre de choses. C'est ça que oui, si on veut demander des services à tout le monde pour collaborer, coopérer, il faut aussi...
Facile pour moi de le dire maintenant. Alors, une première question. Alors, y a-t-il eu une démarche ou du réemploi sur ce projet? Une démarche initiée ou du réemploi sur ce projet? Ouais, de nouveau, Jean-Roch Jousseaume, Pavatex. On a gardé ce qu'on pouvait garder, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on a réutilisé des matériaux issus de filières de réemploi. À l'époque, Cycle Up, matière grise, pas du tout. Donc, on n'a pas changé les fenêtres quand on pouvait les garder, mais on a trouvé un système pour rénover, pour pouvoir les changer plus tard. Voilà. On a usé d'agilité, mais on a gardé des radiateurs, on a démoli un peu, ça c'est un sujet, parce que la fonctionnalité, elle primait quand même sur notre raisonnement. On n'a pas gardé à tout prix. On a gardé dans le cadre d'une ambition qu'on a maintenue de fonctionnalité en premier, et aussi de performance du bâti et de densification des usages sur la parcelle. Donc quand c'était très mal pratique, on s'est permis de démolir. Donc on a gardé des fenêtres, et on a gardé des radiateurs. Et sur les sols, c'est toujours un débat. C'est quand même un peu moche, le truc qui reste là, et pour autant, aujourd'hui, on garde les sols et on recouvre pas tout de sol souple. À l'époque, on a un peu fait tout propre. Donc, on était à une phase intermédiaire. On commençait à se dire, on en a remis partout. C'était du parquet? Du bois? Des sols souples ou des sortes de vidéos. Ouais, c'est ça. Et c'était des petits carreaux de carrelage. Ah oui. Je ne sais pas, les couleurs souvent, c'est genre rouille, brique, des couleurs magnifique, comme ça. Ouais. Quand on met du jaune citron et du rouge de bonbon, tout ça, on trouve c'est moche. Bon, maintenant, on s'adapte. On a changé de gamme colorée, on met moins de rose et on s'adapte avec la terre cuite de la teinte du carrelage. D'autres questions? Voilà. Est-ce Nagacio du CAUE. Moi, je voudrais savoir comment vous avez réussi à imposer tout ce travail sur les espaces extérieurs, sur le paysage, alors qu'initialement, a priori, c'est pas forcément prévu. Je voulais savoir comment ça s'est passé au niveau du budget, si la ville avait quand même un peu des réserves, a pu allonger l'enveloppe ou pas sur ces espaces extérieurs. Comme je disais, on a convaincu, par le biais des ateliers aussi, qu'il était essentiel de travailler sur les espaces extérieurs. Ok, dans l'idée, cool. Et du coup, il fallait des moyens pour y arriver. Donc nous, sur nos zonos, en fait, ça a été un peu transparent. Comme je disais, on a réussi dans l'enveloppe des honoraires à absorber paysagistes, etc. Par contre, sur le montant de travaux, il a fallu convaincre que la ville, à un moment donné, le copil qui valide les budgets et les avenants, là, on n'est pas forcément... qu'il fallait mettre 300 ou 400 000 euros de plus, quoi. Donc, je pense qu'au regard de la qualité que ça emmenait, je pense qu'on était dans un programme en rue. Je pense que cette question un projet de quartier de aussi. La concertation, exactement, des moyens qu'il fallait mettre pour accompagner la transformation de cette école, c'était finalement une opportunité pour la ville. Je crois que finalement, ça a permis de donner des ambitions à un projet où on n'avait pas tout à fait visé qu'on pouvait aller jusque-là, quoi. On est passé au bon moment et on a créé aussi l'opportunité, de leur a offert ce choix. Et finalement, ils ont bien capté que c'était des bons choix à faire. Et d'ailleurs, c'est devenu un des projets pilotes sur la renaturation des cours, etc., pour les dangers. En fait, on a appris en le faisant, et à cette époque-là, les services qui nous accompagnaient aussi sur l'ANRU et l'évaluation de l'ANRU, c'était le premier. Portaient pleinement le projet, quoi. Le premier à Angers. Exactement. Juste avant de donner la parole à la salle, j'ai cru comprendre que vous avez un peu diminué vos honoraires puisque vous en avez donné une partie aux paysagistes, si j'ai bien compris le schéma. Oui. Souvent dans la concertation, ici dans ces revues de projet assez positifs, les architectes qui parlent de concertation, à un moment, ils nous disent qu'ils ont fait un peu de bénévolat ou que en fait c'est parce qu'ils y croient qu'ils le font et qu'on n'arrive pas vraiment à faire payer la concertation. Donc je voudrais quand même qu'on en parle un petit peu de ça parce qu'il y a un moment, il faut aussi, vu la qualité et le résultat, il faut aussi quand même qu'on imagine que le maître d'ouvrage se mette à payer ce genre de choses. Oui, ça c'est un combat, ça c'est certain. Il faut vraiment militer. Alors, nous, on l'intègre comme étant une démarche propre à l'agence, calcul pour les heures, et on y va parce que le sens nous pousse, quoi. C'est-à-dire qu'on est convaincu de l'intérêt et on est convaincu qu'on gagne à la fin. Alors, on gagne quoi? On a participé à un beau projet et à bouger quelques lignes.
Est-ce qu'on gagne économiquement? Non, certainement non. On passe plus de temps. Mais en même temps, c'est pas tout à fait démontré. Parce que les choix sont portés. Quand les choix sont portés collectivement, je pense qu'on ne fait pas de machine arrière. Alors évidemment, ça paraît un peu logique. On se dit on aimerait se convaincre de ça. Dans ce cas-là, oui, tout à fait. Parce que comme c'était long à porter, ça pouvait être douloureux avec tout ce phasage en site occupé. Finalement, on a gagné à bien échanger. Et aussi parce que des fois, on fait des conneries, alors on est bien content si on s'est dialogué. Parce qu'en diagnostic, on n'avait pas tout vu, donc effectivement, au dernier moment, quand il faut encore s'adapter, c'est mieux de savoir dialoguer. Donc, sur le fond, on gagne dans l'appropriation aussi du projet, dans la manière de le porter et de monter les ambitions. Mais économiquement, je ne sais pas l'évaluer. Je pense quand même que j'y passe plus de temps. Alors, une question, et après une autre. Frédéric Favreau, donc Éric Lissoléon, maître d'ouvrage. Juste, c'est pas une question, c'est peut-être une confirmation et un apport. Je pense qu'il faut démystifier la relation entre le maître d'œuvre, les entreprises et les maîtres d'ouvrage, parce qu'effectivement, une opération, vous l'avez dit comme celle-là, respecter le programme, c'est répondre à des attentes qui ont déjà 3 ans, 4 ans, voire plus, parce que quand on démarre un diagnostic sur ce type de projet, entre le diagnostic et la livraison, c'est souvent 5 ans, et qu'effectivement, s'il n'y a pas un vrai dialogue et une évolution du projet tout au long de sa vie, entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, eh bien, le projet n'est pas satisfaisant ni pour les uns ni pour les autres. Je pense qu'il ne faut pas hésiter effectivement à ce qu'il y ait du dialogue, et souvent, en plus, dans le cours d'un projet, on a effectivement des travaux supplémentaires, des projets supplémentaires qui viennent s'ajouter, où on trouve aussi des sources d'économie parce qu'on avait imaginé des choses qui finalement ne sont pas utiles. Et je pense que faire cette balance des plus, des moins, ben, ça permet à tout le monde de s'en sortir honorablement et d'avoir un projet qui correspond aux attentes de tout le monde. Bravo pour votre projet. Une autre question. Bonjour, Emmanuel Hamon, ABE Portage. Moi, j'ai une question qui est plus par rapport aux élèves. Moi, j'accompagne beaucoup d'élèves sur des chantiers, tout ça. Donc là, comme c'était en site occupé, est-ce que les élèves ont visité? Est-ce que ça a évoqué des vocations? Est-ce qu'ils ont eu... Voilà. Est-ce qu'il y a eu ça? Donc, on a fait des ateliers pour expliquer comment l'école pouvait se transformer. Les enseignants ont saisi comme support pédagogique le projet architectural et paysage pour travailler avec les élèves, et on a organisé des visites de chantier. Donc, effectivement, on a fait le petit train avec les casques et les gilets. Ils avaient des petits masques à l'époque, et du coup, on leur a fait visiter aussi la transformation des classes, etc. Donc, effectivement, on espérait susciter des vocations pour les métiers du bâtiment, mais bon, on connaît que c'était des maternelles et des primaires. On l'a pas encore vu. Ouais. Et est-ce que l'école aujourd'hui, livrée, qui fonctionne, elle est un objet scolaire pour les enseignants? On a déjà vu ça dans un certain nombre d'écoles, notamment par les choix que vous avez faits avec les biosourcés, etc. On va y venir. Est-ce que c'est aussi un objet, lui, de support pédagogique? On a fait changer les supports pédagogiques. Jusqu'au point où les enseignants ont aussi fait des choix de mobilier différents. Donc, ça veut dire que non seulement ils peuvent aller étudier dehors, ils peuvent fonctionner différemment sur les jeux, sur les temps de repos, etc. On avait aussi retravaillé toute la bibliothèque, mais ils ont fait des choix de mobilier différents. Donc, des bureaux vélo, des ballons, des trucs comme ça. Enfin, bon, je ne suis pas experte, mais qui permettent d'analyser les... ça veut dire que le projet, il est accompagné au-delà de simplement l'architecture et de l'aménagement. Il est aussi support d'évaluation pour l'ANRU, qui vient voir et qui suit en fait le site. Donc moi, je ne sais pas si les enseignants se servent toujours autant du bois qui est en façade pour montrer que c'est biosourcé, que ça vient d'un arbre. Je ne sais pas. Et je pense que le bâtiment et l'aménagement, ce sont des vecteurs de communication puissants. Donc, le bâtiment qui apprend ou qui donne les bonnes valeurs aux élèves, c'est leur cadre de vie au quotidien, quoi. Donc, j'ose espérer que ça sert. Et il y a une bande dessinée qui a été faite sur... je sais pas, il faut raconter un petit peu l'histoire, parce que c'est pas tous les jours que... Oui, c'est rigolo. C'est dans la
concertation à l'échelle du quartier. Deux auteurs de bande dessinée ont été choisis pour accompagner Très Clair, donc le bureau d'études qui faisait la concertation, et raconter la transformation du quartier aux habitants. Et donc, une bande dessinée a été faite sur ce thème-là. Et donc, les auteurs sont venus aux ateliers avec les enfants. Donc, on est dans la bande dessinée et on voit comment on fait des ateliers avec nos maquettes et tout. Mais ça veut dire aussi que la ville s'est approprié ce projet et cette concertation, autant que nous, on a finalement participé au dialogue avec les parents et avec les habitants du quartier. On va parler un peu de technique. Oh là. Labellé collé pour le bois. Du Douglas à l'extérieur. Est-ce qu'on sait la provenance? Est-ce qu'il a été transformé? Je crois que ça venait un peu du Nord. Du Nord Ouais. Y compris le Douglas? Oh, c'est peut-être un pifto. Hein. C'est comme on a entendu tout à l'heure. Ok. Et puis, toujours sur des questions un peu techniques, mais sur la gestion des eaux pluviales, je trouvais intéressant ce qu'on a entendu tout à l'heure, d'être à ISO. Ouais. Résultat, est-ce qu'à la fin, ça a été réétudié et on sait qu'on est ISO, on est mieux, moins bien, et qu'en pensent les services techniques aujourd'hui? Alors, on est dans une pleine transformation sur la question des eaux pluviales dans la ville. On le vit au quotidien et dans toutes les villes d'Europe. Là, donc, la question, elle ne se posait pas de cette manière-là. Et puis, le PLU, je crois, n'avait même pas intégré ces notions, enfin, pas notions, mais je veux dire, les réglementations ou les obligations. Donc, on était un peu à tâtonner. On a déconnecté une partie des toitures du réseau et du rejet direct. Comme ça, il y avait un système qui restait conventionnel. On a un débit de rejet, on a... Par contre, on a travaillé les stationnements de manière poreuse, on a une noue de gestion des eaux pluviales pour les espaces extérieurs et une partie des toitures. On a essayé de faire un truc un peu hybride pour bricoler, en attendant de savoir faire mieux, et on était dans un site quand même très contraint. Tout autour, il y a des maisons individuelles ou un ensemble collectif, donc on est dans un grand ensemble. Les limites de la parcelle étaient telles que finalement, on avait déjà pas mal d'ambition à rester isolé. Je veux dire comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, on serait plus ambitieux. C'est-à-dire qu'on s'imposerait vraiment non pas tout infiltrer, hein, c'est pas possible, mais pas forcément stocker pour rejeter, mais infiltrer. Voilà, c'est ça la révolution dans laquelle on doit être, c'est gérer les eaux pluviales à la parcelle sur place et non pas tamponner en attendant de les rejeter au réseau, puisque finalement c'est tamponné qu'on n'arrive plus à le faire parce que les accidents météorologiques font que on a des volumes qui sont trop importants. Donc quand on réfléchissait à des logiques de pluie centenale, aujourd'hui on a partout des centenales à gérer. Déjà le modèle, je veux dire, est vite obsolète. J'ai pas d'infos sur le fait que ça aurait ruisselé au mauvais endroit, parce qu'on a quand même ce travail en topographie où on a désimperméabilisé aussi là où c'était en pente, mais on a des avaloirs, on a de la gestion des pluviales classique quand même. La semaine dernière à Valence, c'est en une journée un an de pluie. Donc ça, c'est des choses qui peuvent nous arriver aussi. Donc ça, c'est dans les calculs. Alors puisqu'on est dans les calculs, avant les calculs, le confort d'été, ils ont passé là 2-3 étés depuis que ça a été livré. Qu'est-ce qu'ils nous racontent les enseignants, les élèves? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on l'a bien identifié, ce problème de confort d'été, quand on était en étude au moment de la simulation thermique. C'est vraiment les conclusions qu'on a sorties, c'était vraiment la question du confort d'été. Mais... Donc on a agrandi des casquettes, on a rajouté des protections solaires en conception. Par exemple, la crèche qui est assez ouverte sur un patio au sud, on a rajouté des vélums dans le jardin, on a accompagné par plus de végétal, on a fait déborder les casquettes, on a utilisé des facteurs solaires de vitrage différents pour vraiment essayer de minimiser le nombre de jours d'inconfort. Et puis, dans les constructions nouvelles, on avait ces enjeux de construire bois, donc trop léger et pas assez d'inertie. Donc, la laine de bois était ce qui était utilisé, soit, mais au-delà de ça, on a remis quelques refends en béton dedans aussi pour maintenir de l'inertie. Et après, on a des débords de toit aussi qui ont été prolongés parfois. Bonjour, Nicolas, comme tout à l'heure. Changé. Moi, j'avais la question toujours du radon, mais je vous vais peut-être y répondre. Mais j'en ai une autre, parce que j'ai regardé un petit peu une carte périmétrique un peu vue de hauteur du projet.
Et on voit qu'au nord, en fait, on a la rivière qui s'appelle le Angers. La Maine. Merci, pardon. Du sud-ouest, hein, désolé. Je viens de temps en temps. Donc, du coup, il y a la Maine et puis il y a une forêt. Et il est vrai qu'aussi, pour regarder par rapport à des bâtiments, selon les périmètres et au vu de ce réchauffement climatique et de cette augmentation, on voit qu'on va avoir et on l'a déjà, des périodes polliniques beaucoup plus intenses et beaucoup plus longues sur une année entière. Est-ce que cette caractérisation, comme vous avez eu des bureaux d'études environnementaux avec vous sûrement, et puis de végétalisation en plus de l'école, est-ce qu'il y a eu cette prise en compte peut-être des impacts de ce qui peut arriver vent dominant, forêt, Maine, et également végétalisation du lieu? La pollinisation des entrées de charges allergènes qu'on peut avoir, ou allergiques plutôt, qu'on peut avoir. J'ai dit un max de végétal, toujours mieux. Au préalable, en fait, on se dit, on végétalise tout ce qu'on peut. Mais la paysagiste avec laquelle on travaillait a quand même fait des choix d'essence et posé la question dans le cadre du projet, dans le périmètre, des choix d'essence. Par exemple, à un moment donné, on fantasmait à mettre des sortes de gros pieds de gingembre géants qui avaient l'air super. On a viré les gingembres, on est resté sur les bananes. Ça va avec le fantasme, ouais. C'était génial, ça. Je ne pensais pas qu'on parlerait de gingembre et de banane aujourd'hui. Donc, effectivement, on a quand même évalué dans le cadre du projet ce qu'on plantait. Bon, ça, c'est classique. Maintenant, on n'a pas, c'est très compliqué, ça, même à l'échelle urbaine, de comprendre les effets urbains. Les îlots de chaleur, c'est une chose, on commence un peu, mais des principes de vent, de rafraîchissement réel, et de la relation entre la simulation qu'on fait dans le bâtiment et la simulation qu'on pourrait faire à l'extérieur pour voir si on sait mettre les deux en même temps. Pour l'instant, c'est plus de l'ordre du pressentiment, quoi. Il y a des logiciels qui existent maintenant pour avancer. Je pense que là, on avance tous les jours. Qui ont avancé. Ouais. Donc il y a des logiciels qui existent. Ouais, c'est pour ça que je posais la question. C'est vrai que regarde la date à laquelle ça a été fait. Ouais. Il y a eu vraiment beaucoup d'avancées depuis ces 4 dernières années. Oui, complètement. En fait, on y allait au bon sens, quoi. Mais on n'avait pas la data, quoi. On pourrait aujourd'hui aller chercher avec de la carto, de l'intelligence artificielle, des croisements de phénomènes, des études plus scientifiques. Là, on l'a fait au bon sens. On isole. Ouais, et puisqu'on parle d'isolation, la performance énergétique, si j'ai bien compris, on a fait un gain de 30% par rapport à ce qu'il y avait avant. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour aller au-delà et essayer d'atteindre, je ne sais pas, un niveau RT 2012 ou... On était RT 2012, moins 30. Ouais. Si on veut faire de l'aéronautique, par exemple. Ouais, par exemple, ouais. Alors, on a mis une double flux, ouais, et on est raccordé au réseau de chaleur biomasse. Au SMAI, on a à peu près ce qu'il faut. Je pense que sur la performance énergétique même, on n'a pas changé les fenêtres parce qu'on a considéré qu'elles n'étaient pas à changer, mais c'était des bouillèmes qu'on pouvait gagner. Je pense qu'à la fin, c'est négligeable. Que l'impact carbone est venu peut-être un peu nous éclairer à cette époque. Et aujourd'hui, on ferait ça comment en fait, les nouveaux projets, on essaye de ne pas mettre forcément double flux. C'est-à-dire qu'on met des sondes CO2 et puis on va ventiler naturellement. Et la ventilation naturelle, gros sujet, on la travaille en tertiaire, en vraie ventilation naturelle, hyper compliqué à mener, pour vraiment avoir des prises d'air en façade, des extractions de cheminée, etc. À l'échelle d'un groupe scolaire et les moyens qu'on a et la manière de piloter les bâtiments, parce qu'il faut la robustesse dans l'enseignement, le low-tech, ça passe à mon avis principalement par ouvrir des fenêtres. Et avec une sonde qui dit, et un petit appel lumineux qui dit, oui, là, ça y est, c'est le moment d'ouvrir la fenêtre. Donc, dans la génération de projets d'après, on a baissé en tech, on a baissé en double flux. Et puisqu'on est sur la tech, la question du coût global, est-ce que ça a été abordé avec le maître d'ouvrage? Est-ce qu'il vous a demandé quel serait son coût de fonctionnement pour qu'il puisse l'évaluer dans son budget? Est-ce que vous avez été amené à faire ça? Je pense qu'il avait évalué le coût du raccordement au réseau de chaleur et donc dans ce cadre-là, il avait en tête sa facture énergétique améliorée avec les gains qui étaient espérés par la rénovation. Après, je pense qu'à l'époque, même si on avait une démarche HQE, je n'ai pas retrouvé les chiffres pour savoir si on avait fait une estimation du coût d'entretien maintenance.
On a peut-être fait des notices, mais est-ce qu'on a vraiment fait le chiffrage? Je pense que sur la question énergétique, souvent les données sont là, mais l'entretien global n'est pas forcément évalué. Après, je pense qu'en paysage, on a dû faire une évaluation de l'entretien pour les services des paysages. Certainement. Je te demander une chose. Comme tu veux. Merci Pierre. Non, c'est juste pour amener un petit complément sur le low-tech. C'est vrai que le low-tech, ça ne veut pas dire pas de tech du tout. Et au niveau de la qualité de l'air et de la ventilation, il y a quand même une petite étude qui était remontée après l'histoire de la pandémie, ou des pandémies, la Covid-19. Et il faut savoir que les professeurs ont été interrogés pour beaucoup de cas et ont dit à 67% qu'ils n'étaient pas là pour passer leur temps à ouvrir et fermer les fenêtres. Et c'est arrivé à l'Éducation nationale, cette étude. Donc vous voyez qu'il y a un moment donné, il y a besoin d'un minimum pour assurer au moment, en fonction des modulations de débit, et on n'est pas sur, enfin, modulation d'usage, et on n'est pas sur des consommations énergétiques qui vont exploser, au contraire, qui sont extrêmement tenues, et au contraire, quelquefois, on découvre que sur l'année, faire de la ventilation naturelle, ça va bien dans les modèles de calcul, mais on a des pics où on a des gros tirages l'hiver, et là, c'est de l'inconfort, et ça amène des grosses consommations énergétiques associées qu'on découvre après. Et puis l'été, il n'y a pas de vent, il fait très chaud, et en fait, on a une cocotte qui boue et on n'est pas bien dedans ou dans les zones intermédiaires. C'est juste pour un complément. Oui, Mathilde Rhin, ville de Nantes. C'était pas ma question, mais sur la ventilation, je vous rejoins assez. Surtout sur des écoles, je trouve on a quand même une trentaine d'élèves avec une sensibilité sur la qualité de l'air intérieur. Se baser sur l'ouverture des fenêtres, on va vite avoir des taux de CO2 quand même qui montent et qui vont être, je pense, un peu limite, surtout une fois qu'on a isolé et qu'on a étanchéifié le bâtiment. Parce que le bâtiment, avant que vous fassiez les travaux, il y a moins de problèmes. Et moi, j'ai une question sur les noues avant. Vous arrivez à intégrer des noues dans les cours d'école ou est-ce qu'elles sont dans des espaces d'accompagnement qui ne sont pas directement dans la cour? Sur ce projet, c'est dans plutôt les espaces d'accompagnement que vous dites. C'est-à-dire que c'est entre le terrain de sport et la cour, entre le terrain de sport et le parking, voilà, des endroits où on a aussi des surfaces à récupérer. Et j'ai cru voir des noues sur l'agglomération nantaise dans l'espace de la cour d'école. Oui. On avance maintenant pour faire des c'est un sujet sur lequel on travaille et je suis preneuse de retour d'expérience parce qu'effectivement on a intégré des noues dans des cours d'école avec une difficulté pour l'instant d'échange avec les maîtres d'œuvre sur la compréhension de la forme de la noue, où on a des plans techniques où on voit des noues assez faibles avec 30 cm de profondeur. On se dit dans la cour on va gérer, on va accompagner et puis juste demander aux enfants, demander aux adultes de demander aux enfants de ne pas y aller pendant les temps que c'est humide et puis le reste du temps ça va. Et on se retrouve finalement quand elle est réalisée, on a des noues de 80 cm de profondeur avec là des pontes assez importantes, avec des inquiétudes sur des chutes, sur un manque de surveillance et de visibilité sur ces espaces-là. Et on se retrouve à les refermer et du coup à perdre des espaces pour les enfants. Et donc ouais, c'est des sujets complexes. Mais je pense que là, on a, de jour en jour, on transforme parce qu'on a aussi des retours d'expérience. Déjà transformer le matériau de sol et cette notion de porosité et de salissant, c'est déjà un gros travail. Et après, la gestion des eaux pluviales, ça dépend si on a de la place ou pas, comme dans tous les projets, parce que ça consomme de l'espace. Mais alors, du coup, on cherche toujours à dire qu'il faudrait que c'est un autre usage, il faudrait qu'il y ait un usage quand même. On ne peut pas se permettre de gaspiller cet espace. Alors, en fait, on ne gaspille pas, on fait de l'infiltration. Mais la vraie infiltration, elle nécessite aussi d'étaler au sol. C'est-à-dire qu'il faut des surfaces parce que ça filtre dans les couches supérieures et pas que à faire des cuisins au fond. Donc, on commence à valoriser l'idée que le jardin humide nous intéresse, pédagogiquement aussi. Alors qu'avant, on se disait, non, mais si on se mouille, ça va aller. C'est pour ça que je disais que si les parents acceptent, on sait aussi se mouiller, sécher, mettre des bottes, voilà, des trucs de bon sens, mais qui nécessitent du temps intermédiaire pour aller en classe. Alors, on y arrive. Et là, j'ai discuté récemment avec des enseignantes. Elles allaient dans le quartier partout autour, fouiner dans tous les fossés. Donc, elles cherchaient des fossés partout pour aller voir des bêtes, aller voir des plantes, aller voir de l'eau, et donc faire le cours de sciences nat à l'extérieur. Donc, ça aussi, ça se transforme. Donc là, c'est le cours de sciences nat dans la cour d'école. Oui, en fait, c'est l'intérêt de retrouver des espaces de biodiversité dans les... Et un peu sauvage, c'est-à-dire que nous, sous les pins, on s'était dit que ça pourrait être le bois au loup ou je sais pas quoi, de quartier un peu sauvage.
où on pourrait aller sans forcément que le service entretien aille tondre. Vous n'avez pas réintroduit des loups dans la cour d'école? Des poules. Ni les poules, ni les loups. Les animaux, c'est dur à introduire. Mais sur les poules, justement, on se posait la question avec le SAIE qui s'en occupait les clés. Enfin, Et ben, en fait, quand on a dit ça à la directrice, elle a dit non, mais qu'est-ce que vous croyez, les gosses ils passent la barrière, ils se démerdent tout seuls, donc les œufs ils sont toujours ramassés. Ah. J'ai une question qui peut-être qui peut gratter un petit peu. L'entrée, tu l'as bien abordé, on a bien vu qu'on est parti d'une porte de 70 de large à un signal d'architecte. Est-ce qu'on peut, et ça paraît pas sobre, comme ça vu de l'extérieur, on se dit on est dans un projet où on a le signal de l'architecte et peut-être pas dans la mouvance de la sobriété qu'on a aujourd'hui. On a beaucoup d'architectes qui réduisent ce genre de choses au minimum, peut-être aussi parce que les maîtres d'ouvrage souhaitent qu'on en aille au minimum. C'est faisable de faire un projet de rénovation de cette ampleur-là en faisant un geste très simple à l'entrée? Je pense qu'au-delà de la quantité de matière et de la sobriété, c'est aussi la place qu'on donne à l'équipement dans la ville. Après, je peux peut-être être un peu tradit, vision d'urbaniste européenne, où on a l'impression que l'équipement doit être visible, l'éducation publique, là, visible dans le quartier, adressée aux habitants. Ce sont un lieu d'accueil aussi pour les parents. Donc, par moment, il faut dessiner un peu les choses. Ça paraît monumental, mais finalement, on a débloqué des nouveaux espaces en créant ce grand hall, des espaces qui n'étaient pas dans le programme. Alors, au lieu de faire des grands vides, on a créé la salle nuage. En fait, les profs se sont appropriés un espace et c'est devenu une sorte d'espace, je ne suis pas très technicienne, mais répit, c'est-à-dire que les enseignants ont besoin de lieux en plus. Ils ne sont pas des salles de classe, des espaces de jeu, des espaces d'apprentissage, des lieux où on ne fait rien, où on est dans une bulle, où on se calme, où on se médite, je ne sais pas. Et donc, finalement, ce grand espace, pour moitié, c'est un espace en plus. Donc, on a pu se payer, qui a une fonction, et c'était ça aussi le lâcher prise, par moment, ou l'interprétation possible du lieu par ceux qui vont s'en servir. Et donc, ça n'a pas été que du plus pour faire un geste. Et je pense que ce grand hall aussi sert de lieu d'accueil des parents, mais aussi de présentation des travaux des enfants, etc. Donc, c'est devenu un peu comme un espace d'exposition. Pareil, je ne t'ai pas forcément demandé. Mais finalement, montrer le travail fait dans l'école, ça a aussi un sens. Et donc, nous, on a trouvé que c'était plutôt de la générosité, pour jouer avec les mots, qu'un geste d'architecte. Dernière question, on avance vers la fin de toute façon. N'hésitez pas. Pas de questions rentrées? Si, madame. Bonjour, Agathe Léon, je travaille à la direction d'enseignement catholique à Angers. Donc moi, j'accompagne les établissements privés, écoles, collèges, lycées sur le département dans leurs projets. On a donc des OGEC, des organismes de gestion qui sont avec des bénévoles principalement. Donc on a besoin beaucoup d'accompagnement. Moi, je suis là pour les conseiller au mieux, mais on a quand même beaucoup d'établissements. Est-ce que vous avez sur des projets de rénovation énergétique comme ça, qui est aujourd'hui vraiment les projets qu'on constate au quotidien, est-ce qu'il y a des points de vigilance ou des priorités ou des vraiment pour que l'OGEC puisse établir un cahier des charges, avoir des points de vigilance? Est-ce qu'il faut commencer par effectivement l'isolation, les menuiseries, le chauffage? Enfin voilà, nous on est un peu en besoin d'accompagnement et voilà. Parce que tout le monde a besoin d'accompagnement sur la rénovation. On voit bien dans le logement, c'est un problème aussi, de comprendre de quelle manière il faut aborder le sujet et la vision systémique, la vision globale qu'il faut avoir. Pour moi, je le disais en conclusion, l'enjeu du diagnostic est quand même fondamental. Et il y a plein de fois où la mission Diag, elle n'existe pas. Et la mission Diag qui permet de faire la stratégie et de poser les grands enjeux. Et quand ça, c'est validé, alors on met les moyens qui vont avec et on priorise. C'est là que, dans le logement social, l'embellissement est souvent un peu côté, parce qu'on va prioriser la performance énergétique, par exemple. Qui fait cette mission Diag? C'est quoi le métier? Pour moi, c'est la mission de l'équipe de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire qu'avant Esquisse, il y a Diag, où il y a Diag et Esquisse, c'est-à-dire les conclusions du Diag nous emmènent à la stratégie et à l'esquisse. La difficulté, c'est d'arriver vite à des réponses spatiales sans être passé par la bonne compréhension des enjeux. C'est dans tous les cas pareil.
dans un site ou pour un projet neuf, mais du coup, le diagnostic, on a quand même des périodes du patrimoine. Pour certains, alors on peut avoir des bâtiments du 19e, voilà, ça peut arriver dans les objets, comme des bâtiments. La rénovation des années 80 n'est pas du tout celle des années 60. L'architecture postmoderne, c'est le sujet du moment, c'est un faire à rénover. Le beau blocos béton des années 60, c'est presque du plaisir à côté. Et le patrimoine, il est difficile parce que on a facilement un architecte des bâtiments de France qui va nous donner des conseils. Alors en Maine-et-Loire, il y a aussi, en tout cas à Angers, dans le PSMV, toute une réflexion menée sur la rénovation énergétique du patrimoine et à quelles conditions et comment on peut le mener. Et c'est vrai que si on n'est pas assez vigilant au début, je pense qu'on n'a pas les moyens et on ne peut pas emmener les projets. Et j'ai vu parfois, en étant consultée par des collègues à vous, je pense, on a porté une démarche comme celle-là en disant il va falloir faire ça. Et en fait, c'était effrayant parce qu'on n'avait pas une réponse faciale, on avait une démarche ou des vigilances et du coup des missions qui n'étaient pas esquisse permis, mais qui étaient bien diagnostic, esquisse, stratégie, et ensuite on verra. On vous accompagnera à faire des choix. Ça paraît être une phrase facile à faire. Mais en fait, proposer des solutions pour faire des choix, stratégiquement, ça permet d'engager que ce qu'on peut faire. Et du coup, phaser. Donc, là aussi, du dialogue. La méthode et du dialogue, parce que c'est très compliqué. Voilà. Et ça, comment vous le faites payer, en fait j'ai perdu en général. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bien ce que je veux dire. On est en dehors du... Mais oui, mais bon, tant pis. Moi, ça me gonfle de faire un croquis quand en réalité, c'est pas le problème, quoi. Le truc, c'est pas de faire joli. J'adore faire des jets d'architecte. La preuve, on l'a vu. On en fait de temps en temps, évidemment. Mais ça, c'est une réponse. La réponse spatiale, par moment, elle doit être dans la retenue en attendant de comprendre ce qui est important, quoi. Et donc, si la question de la mise aux normes est importante et fondamentale, c'est par ça qu'il faut commencer. Il y a bien des fois des équipements qui sont en limite d'autorisation parce qu'elles ont peiné à faire les rénovations et qu'à un moment donné, ça tombe comme un coup de près, c'est galé, quoi. Et donc là, on dit, non, il va falloir faire 6 mois de diagnostic, quelques mois et prendre le temps pour poser les stratégies. Et là, ça ne rentre pas dans le planning. Mais on est toujours en retard. Et là, je ne sais pas, le maître d'ouvrage a mis des années à valider un projet, des années à faire un programme. Et quand on arrive, c'est l'urgence. Putain, mais le truc, il doit sortir pour l'année d'après, quoi. 4 semaines. Est-ce qu'il y a une dernière observation, question? Petite remarque sur le diag, effectivement, ça fait partie des missions optionnelles de la maîtrise d'œuvre. Et dans la loi MOP, le diag intervient après le concours. Cherchez l'erreur. Voilà. Il y en a plein C'est ce que je me disais. Et on ne peut pas le mettre. C'est pour ça que je posais la question de celui qui le fait. On ne peut pas demander à l'AEMO de faire un diag? Mais le diag, il l'amène à l'espace, quoi. Il l'amène aussi à c'est ça, c'est le diag qui correspond au projet. C'est ça. C'est compréhension du bâtiment. Et donc là, c'est pas ni l'AEMO, ni. D'accord. Je vais vous donner le micro. Il y a ce qu'on disait en aparté, mais il y a un diagnostic qui est fait par l'AMO, par le programmiste, mais il va être fait global sur le bâtiment sans connaître le projet que fera l'architecte. Et il en faut un par le maître d'œuvre pour aller regarder les points sur lesquels vous allez intervenir. Moi, je travaille sur un collège. Le diagnostic a été fait de manière, dans une vision énergétique, d'amélioration du patrimoine, sa performance énergétique. Sauf que le diag structure a été fait que sur un bout de charpente où on pensait mettre des photovoltaïques de la part du programmiste, mais sauf qu'en fait, ça n'est pas suffisant parce que les charpentes dans l'ensemble ne tiennent pas aujourd'hui quand on les recalcule avec les eurocodes. Et donc, ce qu'on a construit dans les années 80 ou à certaines périodes était déjà tellement optimisé en termes de quantité de matière et de profil qu'on ne peut même pas mettre un bout d'isan, même qui serait bourré de laine de verre et léger, ça ne tient pas. En fait, en théorie, ça ne tient déjà pas. Et donc, la vision énergétique emmenait vers une amélioration de la performance qui passait par le toit, les murs, le blabla, le changement des fenêtres. Mais le problème, c'est que ça ne tient pas. Donc, le budget à mettre, il aurait pu être identifié, valorisé. Je ne dis pas que le maître d'ouvrage avait l'argent, mais il n'aurait peut-être pas eu l'ensemble de ce programme-là défini s'il savait qu'il devait d'abord faire ça. Et après, on a couplé avec des belles ardoises amiantées. Et on s'est aperçu qu'elles avaient pollué toutes les charpentes et qu'aujourd'hui, aucun charpentier ne sait intervenir pour renforcer des charpentes si elles sont amiantées. Et là, on a fait
un espèce de benchmark de tous les charpentiers pour savoir si ça leur plairait d'intervenir sur notre projet. Si ça leur plairait. Mais pas du tout. Donc, on est planté avant de commencer. Et boum, 1 million de plus. Donc le diagnostic. Bon, ben, merci beaucoup. On va terminer sur ces mots. Est-ce qu'on a la date du prochain C positif en Vendée? Le 10 décembre, à La Roche-sur-Yon, la même heure, de 9h20 à midi 20. On aura en plus un intervenant. On va être sur le chanvre, la construction de maisons individuelles avec des isolants chanvre, et on va passer toute la matinée sur cette question-là. Donc la maison individuelle en Vendée et le chanvre. Donc c'est le mardi 10 décembre. Bonne fin de journée et bon appétit. Merci.